Welcome, everyone, and thank you for joining us today. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. I'm Ted Hewitt, President of the Social Sciences and Humanities Research Council, better known as SSHRC. I'd like to acknowledge that SSHRC's offices are situated on the traditional unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. As we're meeting in a virtual environment and from various locations, we also acknowledge from coast to coast to coast the ancestral and traditional territory of all First Nations, Inuit, and Métis people who call this land home. I am very pleased to be here with you today on behalf of SSHRC as we continue our public talks in Conversation With, offered in partnership with the Conversation Canada. SSHRC is Canada's federal research funding agency that supports research and research training in the humanities and social sciences. The researchers and students we support provide a better understanding of the human condition, human thought and behavior, cultures, and the functioning of society. The work of scholars in the social sciences and humanities has never been more vital to responding to society's challenges and seizing new opportunities, from democracy and governance to social cohesion and cultural understanding. We are delighted to partner with the Conversation Canada to bring perspectives from some of Canada's most distinguished scholars to the public. These talks provide a unique forum where we can hear directly from experts whose insights enrich our understanding of the world around us. Aujourd'hui, notre invité de marque est Jean-Marc Narbonne. Monsieur Narbonne est professeur de philosophie à l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada en antiquité critique et modernité émergente. Ses recherches portent sur la manière dont la philosophie grecque et la pensée critique ont influencé les principes démocratiques modernes et la philosophie politique contemporaine. Au cours de sa carrière de plus de 30 ans, M. Narbonne a beaucoup travaillé à réinterpréter les traditions philosophiques de la Grèce antique et à démontrer leur pertinence dans le paysage politique et social d'aujourd'hui. Ses recherches explorent les concepts démocratiques fondamentaux tels que la liberté, l'égalité et la responsabilité civique, en mettant en lumière leur évolution et leur influence sur la gouvernance et la citoyenneté contemporaine. Comme l'a dit M. Narbonne lui-même, pour améliorer la démocratie contemporaine, nous devons d'abord comprendre ses origines et son histoire, puis déterminer quel aspect nous devons conserver ou abandonner. Ces travaux ont un impact considérable. Ils ont contribué de manière significative à notre compréhension des racines intellectuelles de la démocratie, influençant aussi bien les universitaires que les décisionnaires. Ces recherches ont également exploré comment les idées classiques peuvent nous aider à relever les défis politiques et éthiques modernes, en jetant un pont entre l'antiquité et la pensée contemporaine. En reconnaissance de ses contributions exceptionnelles, le CRSH est fier d'avoir décerné à Jean-Marc Narbonne la médaille d'or du CRSH 2024, notre prix le plus prestigieux. Cette distinction récompense où un universitaire dont le leadership et l'innovation en recherche inspirent le corps étudiant, ses collègues et la société en général. Au-delà de ses contributions universitaires, M. Narbonne se consacre au mentorat de la prochaine génération de chercheuses et chercheurs. Ses conseils ont influencé de nombreux étudiants et étudiantes en philosophie, en théorie politique et dans des domaines connexes, favorisant un héritage de curiosité intellectuelle et d'engagement critique. Alors que les démocraties du monde entier sont confrontées à des défis et des bouleversements importants, je pense que nous pouvons tous bénéficier du point de vue unique de M. Narbonne sur l'état de la démocratie à travers le temps. M. Narbonne est aujourd'hui accompagné de Martin Touraine, rédactrice et chef en chef de la Conversation Canada, qui dirigera notre conversation. Je vous remercie encore une fois d'être des nôtres. Thank you again for everyone for joining the conversation. Et maintenant, je vais passer la parole à Mme Touraine et à M. Narbonne. Merci. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui. Quelques mots avant de commencer. Donc, j'aimerais informer tout le monde que les services de sous-titrage codé
ainsi que l'interprétation simultanée sont disponibles pour l'événement. Alors, pour le sous-titrage, vous cliquez sur le lien situé sous l'écran vidéo et pour l'interprétation simultanée, vous cliquez sur le bouton Langue, c'est en haut à droite de l'écran. Alors, l'entrevue d'aujourd'hui va être suivie d'une période de questions et réponses. Alors, vous pouvez tout au long de l'entrevue soumettre vos questions en français ou en anglais en utilisant la fonction Q et R qui est sur la plateforme. Alors d'abord, bonjour Monsieur Narbonne, enchanté que vous soyez. En fait, c'est un honneur pour nous que vous soyez là aujourd'hui pour un très très vieux sujet qui est très d'actualité, la démocratie. Alors on va aller à ses origines, qui est à la base donc de votre expertise, de vos travaux. Alors la démocratie est née en Grèce, on évalue ça à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Alors, dites-moi comment une idée aussi révolutionnaire a pu émerger dans cette civilisation-là à ce moment-là. Merci tout d'abord de cette occasion de discuter de la question de la démocratie, qui est une question extrêmement importante pour moi et que j'essaie un domaine, un thème que j'essaie de mieux comprendre et qui est très complexe. Alors, comme vous l'avez dit, il y a quelque chose de révolutionnaire, c'est vrai, dans la tradition démocratique grecque. Bon, il faut savoir d'une part qu'il y a eu des antécédents quand même. Les Grecs ne sont pas les seuls à avoir eu recours à des consultations, à des processus de délibération commune, etc. Donc, il ne faut pas non plus exagérer de ce point de vue-là. Mais par ailleurs, il est certain que par exemple, bon, pour donner, on sait que certaines villes en Mésopotamie, en Assyrie, par exemple, on parle de la ville d'Assur, notamment, et aussi de Mari. C'est des villes où il y avait certains processus démocratiques sans qu'on puisse dire qu'il s'agissait véritablement de démocratie au sens plein du terme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé quelque chose d'assez miraculeux, de surprenant. Ernest Renan, à l'époque, parlait du miracle grec. Bon, il n'est plus tellement d'usage d'utiliser cette expression. Parfois, on parle de l'exceptionnalisme grec. Alors, comment expliquer que cette démocratie soit née là-bas? Bon, alors, on est vraiment un peu dans la situation du chaînon manquant. On n'a pas exactement toutes les réponses, mais nous avons une série d'indices, si vous voulez, de témoignages qui nous permettent de comprendre un peu comment ça a pu naître là-bas. Alors, j'aurais 8 points à mentionner par rapport à ça. D'une part, on sait que la Grèce, le bassin morphologique de la Grèce, c'est un territoire qui est très morcelé. Donc, c'était très difficile de constituer un empire, quelque chose de centralisé, etc. Ça, c'est le premier point. Donc, qu'est-ce qu'on a comme situation? Des petites cités relativement autonomes les unes par rapport aux autres, qui doivent se débrouiller finalement de manière assez indépendante. Troisièmement, un commerce maritime et des échanges commerciaux très importants. Donc, beaucoup de brassage avec d'autres cultures, etc., ce qui empêche une sorte de rigidification, si vous voulez, de la cité. Et le résultat, c'est que, quatrièmement, c'est qu'on a eu toujours des monarchies faibles dans toutes ces cités-là. Il y avait des rois, mais qui étaient entourés par des conseils, et donc il y avait des processus de délibération. Le cinquième point que je dirais, c'est quand même l'élément du polythéisme, parce que dans le polythéisme grec, il y a cette idée qu'on discute sur les différentes formes des dieux. Les poètes ont des versions différentes sur les dieux. On peut se critiquer les uns les autres. Et puis, on peut se demander si la tradition philosophique elle-même n'est pas issue quelque part de ce processus dialectique de discussion sur le contenu à transmettre. Donc, il y a quelque chose de cet élément-là. Et donc, sixièmement, aussi loin qu'on remonte, jusqu'à Homère, par exemple, on voit, et même dans des inscriptions plus anciennes, on voit que l'idée d'une consultation populaire existait. Donc, aussi loin qu'on puisse remonter dans nos sources. Le septième point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que la démocratie est un processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert d'une seule fois.
mais chaque génération, chaque nouveau nomothète, législateur, peut amener des améliorations. Donc, si on fait commencer par exemple la démocratie grecque avec Solon en 594, mais Solon, c'est un point de départ. Ensuite, il y a eu Clisthène, il y a eu Éphialte, il y a eu Périclès, etc. Et donc, chacun a amené, la démocratie s'est améliorée, les institutions sont devenues plus solides, mieux articulées, on a trouvé des failles, etc. Et donc, ça, c'est un point très important. Il y a un élément de recherche, au fond, dans la tradition démocratique. Puis le huitième point que je soulignerais, et ça, je pense que c'est vraiment exceptionnel, c'est le fait que ce processus démocratique ait été accompagné par une théorisation. Il y a pu avoir des processus démocratiques ailleurs, mais nulle part ailleurs, nous ne pouvons lire des textes qui analysent cette situation politique, qui nous expliquent comment fonctionnent les institutions, quelles sont leurs limites, comment elles sont constituées avec des contrepoids, etc. Mais ça c'est extraordinaire, je dois dire. Et c'est bon, ce qu'on appelle l'intellectualisme grec, qui a beaucoup façonné quand même notre culture, mais d'autres aussi. Et oui, on sait que les écrits grecs, dont ceux d'Aristote, par exemple, vont être découverts des années, des siècles plus tard. Oui, En attendant, bon, la démocratie est née dans une société donc qui était décentralisée, morcelée, comme vous dites. oui, Elle va être exportée en République de Rome, qui est une société beaucoup plus centralisée, qui est forte, même ça va devenir un empire. Comment ça s'est passé et quelle sorte de démocratie les Romains ont adopté et oui. tenté par la suite d'établir? Dans le cas de Rome, on parle davantage d'une république. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une république? Au fond, c'est un régime mixte qui a des éléments oligarchiques et des éléments un peu démocratiques. Donc, il y avait à Rome, surtout au début de l'histoire romaine, ce qu'on appelle les comices. Donc, il y avait des assemblées populaires où le peuple était appelé quand même à voter sur certaines propositions, etc. Et donc, mais cela était quand même entouré et mis sous surveillance du Sénat et de d'autres instances, tant et si bien qu'on ne peut pas parler d'une démocratie au sens propre du terme. La cité romaine était moins démocratique qu'Athènes, que Athènes l'a été, parce que Athènes, si on prend l'Ecclésia, l'Assemblée et les tribunaux, mais le cœur du pouvoir était là. Aristote fait cette remarque que chaque citoyen, au fond, est l'équivalent d'un magistrat. C'est-à-dire que quand il est à l'Assemblée, son vote est souverain. Et donc, la cité peut aller dans la direction qui est indiquée véritablement par l'Assemblée. Donc, c'est une démocratie au sens fort du terme quand même. Donc, une démocratie différente, effectivement, de celle des Grecs. Oui, La chute de l'Empire romain, on évalue à peu près 500 ans après Jésus-Christ. oui, La chute de l'Empire romain va signifier la fin, dans ces années-là, en tout cas, de ce qu'on qualifiait de démocratie, oui, même si elle était différente donc de celle des Grecs. oui. Comment cette démocratie-là va revenir en fait par l'Occident? Comment s'est passé le processus de retour de la démocratie après son éclipse, si on veut, pendant des Je siècles? comprends, oui, je comprends. Alors, juste un point concernant Rome. La Rome antique a été démocratique surtout au début, mais après c'est devenu un empire, et puis la composante démocratique est allée s'amenuisant. Ça, il faut quand même retenir ça. Mais d'autre part, après la chute de l'Empire romain, si vous voulez, le... alors si vous me posez la question, est-ce que la démocratie disparaît? Je dirais oui et non. La démocratie disparaît dans le sens de grands empires et d'institutions démocratiques très élaborées. Ça disparaît, oui. Mais il y a l'image que j'emploierais pour décrire ce qui s'est passé, ce serait, vous savez, comme Athènes, la Grèce antique, comme une source très, très importante qui se déverse. Et ensuite, il va y avoir, après Rome, si vous voulez, la formation de différents ruisseaux. Il va y avoir différents ruisseaux démocratiques qui vont subsister et qui, à un certain moment, vont se réunir à nouveau. Et puis là, il y a un fleuve qui va se reformer et la démocratie va renaître.
Donc, entre les deux, il y a une sorte d'entrelac, là. Et donc, on ne peut pas parler de disparition complète, mais on peut parler de ramifications qui sont différentes, des petits éléments démocratiques à travers le Moyen Âge. Par exemple, dans les monastères, dans les traditions monastiques, il y avait des processus démocratiques qui étaient en place. Dans les cités aussi, il y avait des processus de, de consultations populaires qui ont existé. Donc, ça n'a pas été une disparition complète, si vous voulez, mais quand même, il y a eu un affaissement jusqu'au retour de la démocratie un peu plus tard. Justement, cette démocratie, bon, qui revient en Occident, elle revient à travers deux pays, la Hollande, l'Angleterre. Une forme de démocratie réapparaît dans Oui, ces deux pays, qui sont deux pays qui venaient de connaître une révolution calviniste. En fait, le protestantisme est arrivé, ça fait qu'il y a eu une dissension dans l'Église romaine. oui. Est-ce que c'est quoi le rôle du protestantisme dans l'avènement, le retour de la démocratie, cette fois-là dans la société occidentale à l'ouest de l'Europe? Merci de votre question. Votre question m'amène à faire une sorte de saut en arrière malgré tout. C'est-à-dire qu'à la fin de l'Empire romain, bon, évidemment, il y a, vous savez, la confluence de deux éléments. Il y a la tradition grecque et il y a le judaïsme, le judéo-christianisme. D'accord? Et bon, ça, c'est évidemment, c'est l'héritage, le double héritage de la tradition occidentale, c'est-à-dire Jérusalem et Athènes. Bon. Et évidemment, il y a eu beaucoup de bouleversements à travers ça. Mais le point qui, pour moi, est important, et je vais arriver au protestantisme, si vous voulez, le point qui est important pour moi, c'est le fait que le christianisme est né en terre hellénisée, est né dans une atmosphère, une tradition philosophique grecque. Et donc, le christianisme a mêlé ses eaux, a mêlé son courant et sa pensée à la tradition grecque dès le début. Pour employer une image, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent les histoires d'Astérix et Obélix, ben, je dirais, c'est comme Obélix qui est tombé dans la potion magique étant petit, ben, le christianisme est tombé dans l'hellénisme étant petit. Et donc, on ne connaît pas un État de la tradition judéo-chrétienne qui n'a pas été déjà intimement mêlé à l'héritage grec. Et ça, c'est un élément très, très important. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que finalement, dans la tradition, au Moyen Âge, il y a eu le retour en force au XIIIe siècle des écrits d'Aristote sur les politiques. Et bon, vous allez dire, ma réponse est longue pour arriver au protestantisme, mais je vais y arriver. Et donc, chez Aristote, son œuvre est traduite par Guillaume de Moerbeke au XIIIe siècle, ok, en 1265 à peu près. Et quand les médiévaux vont lire ce texte, ils vont comprendre qu'il y a une autre façon de se représenter la vie politique. C'est quoi les éléments essentiels de ça que l'on trouve chez Aristote? C'est cette idée que le centre de gravité de la cité, c'est le citoyen. Ce n'est pas un pouvoir qui est venu d'en haut ou qui est venu d'ailleurs, mais c'est vraiment le citoyen. Il y a cette idée aussi maîtresse chez Aristote que l'Assemblée des citoyens peut arriver à des conclusions et à des jugements solides et qui même peuvent dépasser le point de vue des spécialistes ou des aristocrates, si vous voulez. Et ça, quand les médiévaux ont lu ça, mais ça a eu un effet énorme. C'est comme une sorte de bombe à retardement. Ok. L'effet n'a pas été immédiat, bien évidemment, parce que le pouvoir ecclésiastique était très important, etc. Mais si vous voulez, il y a eu toute une série de commentateurs qui ont tranquillement remis en cause le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir papal par opposition au pouvoir royal, puis le pouvoir royal par rapport aux individus, aux citoyens. Donc, il y a eu une sorte d'onde de choc qui s'est propagée tranquillement jusqu'à ce qu'on arrive au protestantisme, finalement. Parce que qu'est-ce que c'est que le protestantisme? Mais c'est la continuation de ça, c'est-à-dire c'est l'idée de revenir au rapport individuel du croyant avec la foi et de mettre un peu de côté l'appareil centralisé, la tradition papale, etc. Et ce protestantisme a fracturé l'Europe.
Complètement. De là est né, bon, évidemment, bien sûr, après l'Église anglicane, différentes petites églises, etc. Et donc, l'espèce de superstructure du christianisme qui existait auparavant a été lézardée, on peut dire ça comme ça. Et évidemment, donc, Aristote et cette tradition interprétative a joué un rôle important là-dedans. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier la renaissance de la démocratie moderne de l'héritage grec qui, qui était déjà présent en lui et qui est revenu en force. Les deux éléments ont joué ensemble. Donc, le christianisme a été à la fois un facilitateur et un frein. En fait, ça a été comme, il a joué ces deux rôles-là, dans le fond, dans l'avènement de la démocratie en Occident. Oui, tout à fait. Et ça, ce qui nous amène à un point, et puis je veux insister quand même là-dessus, c'est que pour beaucoup de gens, la représentation habituelle que l'on a, c'est que le christianisme a été un frein et un obstacle à la démocratie. OK? C'est vrai, en un sens, on ne peut pas le nier. Mais en même temps, la question qu'on doit se poser, c'est comment se fait-il que la tradition démocratique soit née à l'intérieur du judéo-christianisme et pas ailleurs? Donc là, il y a un paradoxe quand même. D'un côté, la tradition chrétienne a refusé cette émergence démocratique, et de l'autre, ce n'est que là qu'elle est apparue. Alors, comment se rendre compte de ces deux éléments-là? Et je pense que il faut tenir compte de deux faits. D'une part, il y a ce que j'ai appelé l'input grec, hein, la provenance grecque, ça c'est un des points, mais il faut bien se rendre compte que certainement il y a eu des capacités réceptrices du point de vue du christianisme. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est quoi les éléments de ça? Ben, on peut penser que dans la tradition chrétienne, malgré tout, judéo-chrétienne, si vous voulez, il y a quand même cette idée éventuellement d'une sorte de double horizon, c'est-à-dire un horizon céleste, le monde de l'au-delà qui est réglé par la foi, et le monde d'ici-bas qui est le monde humain que nous pouvons organiser. Et ça remonte quasiment à Jésus-Christ, hein. Quand Jésus, on a certaines paroles de Jésus qui nous sont rapportées quand il dit Mon royaume n'est pas de ce monde, par exemple. Ou quand on trouve dans le christianisme cette idée que rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Là, on a l'idée du double horizon. Et donc, cet élément a joué dans la résurgence de la démocratie. L'autre histoire aussi, c'est un certain égalitarisme. Vous savez, quand Saint Paul dit nous sommes tous égaux, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, nous sommes tous un. Mais il y a vraiment un message d'égalitarisme qui rejoint la démocratie, l'idée que les citoyens sont égaux les uns avec les autres. Et, euh, et donc, curieusement, l'image très négative qu'on a vis-à-vis euh, de la religion révélée, vis-à-vis de la démocratie, je veux dire, eh bien, ça doit être pondéré par le fait que si on n'avait pas eu ces capacités réceptrices, peut-être dans cette tradition, mais la démocratie, on n'en aurait tout simplement pas. C'est ça la question. Donc, on ne peut pas simplement traiter un seul des éléments, mais il faut traiter les deux. Et c'est pour ça aussi que la vision historique sur la démocratie est fondamentale. Parce que si on ne voit pas ça, on ne comprend pas qu'est-ce qui a formé ce paradigme culturel qui est le nôtre. Oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a parfois l'impression que la religion a été un empêcheur d'arriver à ces Mhm. idées démocratiques. Elles Oui. se sont propagées en Occident, bon, à travers les révolutions françaises, américaines. À quel moment la démocratie est devenue en Occident incontournable? C'est-à-dire que les régimes qui y résistaient devenaient des régimes condamnés à mourir. Ben, je ne sais pas si on est arrivé là, hein. Je veux dire, parce On qu'il y y a beaucoup reviendra il y a beaucoup tantôt. d'endroits où encore la démocratie ne règne absolument pas. Mais si vous voulez, à partir de du protestantisme, et puis, si vous voulez, il y a eu l'image du ruisseau que j'ai euh,
prise tout à l'heure, je trouve qu'elle est encore valide. Je veux dire, par là, il n'y a pas un seul élément, il n'y a pas un seul corridor, il y a plusieurs. Bon, si on parle au moment à la fin de l'époque médiévale puis à la Renaissance, ben, il y a eu des expériences démocratiques, par exemple à Florence. On sait que Florence, pendant un certain nombre d'années, a été une sorte de cité-État de type démocratique. Il y a eu une tradition, admettons, en Suisse, dans les cantons suisses, où il y avait des éléments, où il y avait des consultations. Bon, donc, il y a plusieurs éléments comme ça. Et puis ensuite, ben, peu à peu, ce mouvement est allé grandissant. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, différentes expériences démocratiques, par exemple en Corse. Hein, on a la première démocratie moderne, dit-on, c'est celle de Paoli en Corse, avant même la Révolution américaine. Donc, il y a eu cette constitution démocratique en Corse. Ensuite, il y a eu la démocratie américaine, puis la République, la démocratie française, suite à la Révolution, etc. Donc, le mouvement s'est propagé comme ça, d'accord? Mais ça a été quand même assez long, hein. Je dirais jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de pays qui n'étaient pas encore démocratiques. Le gain a été net quand même après la Seconde Guerre mondiale. Le Canada fait aussi partie des anciennes démocraties, des démocraties parlementaires, etc. Donc, ça s'est propagé un peu comme ça, mais il y a eu toujours quand même beaucoup de résistance, hein. Après, justement, après la Seconde Guerre mondiale, bon, les pays occidentaux, qui étaient aussi des empires, plusieurs étaient des empires, il y a eu un mouvement de décolonisation. Mhm, Les pays occidentaux ont essayé à ce moment-là de se dire la démocratie, c'est la meilleure façon de se gouverner. mhm, Essayons donc de propager cette bonne nouvelle. mhm. Ça a marché dans certains pays, ça a moins bien Oui, marché dans d'autres, dans certaines oui, régions plus que d'autres. oui, Comment vous expliquez ces disparités? oui. Ben, vous savez, les cultures sont différentes sur Terre. Et certaines cultures sont peut-être plus mieux en capacité, je dirais, de s'adapter à la démocratie que d'autres. Et ça, c'est quelque chose il faut être pragmatique, c'est quelque chose avec lequel on doit vivre. Donc, certaines tentatives d'exportation de la démocratie ont été malheureuses, ont mal tourné, ok? À d'autres endroits, pour des raisons qui sont liées aux cultures propres des lieux en question, eh bien, la greffe démocratique a davantage, a mieux pris, a pu s'enraciner. Et donc, il faut tenir compte de ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est d'une part, c'est que vous savez, la démocratie, c'est pas juste des institutions, c'est un mode de vie. Il faut s'habituer à vivre en démocratie. Il faut accepter les règles de base de la démocratie. Il faut accepter la renonciation à la violence qui est propre à la démocratie. Je prends toujours cette image qui est très simple et qui dit, si vous prenez le pouvoir, vous personnellement, eh bien, vous vous attendez à ce que moi, je ne prenne pas les armes contre vous pour vous arracher le pouvoir. Et réciproquement, si c'est moi qui suis élu, je m'attends à ce que vous respectiez ce choix. C'est une entente réciproque. Mais comment l'instaurer si elle n'est pas déjà là? Comment l'instaurer si on est habitué de se battre pour le pouvoir? Et donc, il y a une sorte de cercle vicieux là-dedans. D'où le fait que l'exportation de la démocratie parfois réussit davantage, parfois non. Et puis, alors il faut être patient ou bien il faut se dire que dans tel contexte, c'est pas possible pour l'instant, etc. On ne peut pas donner simplement une seule réponse à ce phénomène. Est-ce que la question de l'éducation est à la base justement de cette grève? Est-ce que la grève va fonctionner ou fonctionnera pas? L'éducation, évidemment, est-ce que la société est une société corrompue? Évidemment, dès que cette espèce de pacte, comme vous écrivez dans l'article, dans la conversation, entre Oui, les citoyens n'existe pas, cette greffe-là est très, très, très difficile. Est-ce qu'à oui. la base, on doit partir avec une éducation à la démocratie très solide? Qui vraiment qui essaie de façonner les citoyens pour que ce pacte-là soit possible. Oui, je pense que je reviens à l'idée de tout à l'heure, si vous voulez, c'est que la démocratie, c'est un processus. Alors, est-ce qu'il y a une méthode magique? On va commencer par certaines institutions, puis ensuite on va travailler sur le mode de vie, sur l'éducation. Je pense que les deux doivent aller ensemble.
Sans certaines règles institutionnelles, la démocratie ne peut pas survivre, ça c'est bien évident. Mais d'autre part, il faut une attitude, il faut une éducation. Et puis, vous savez, la démocratie, c'est quelque chose d'assez complexe, finalement, parce que tout le monde peut y prendre part, mais comment est-ce qu'on va ajuster les règles? Comment est-ce qu'on va faire fonctionner tout ça? Et quand on regarde l'expérience athénienne, on voit, ce qui est très frappant quand on étudie la démocratie athénienne, c'est à quel point, même si c'est une petite cité de 200, 300, 400 000 personnes peut-être, on ne sait pas exactement, mais les processus étaient extrêmement complexes. Il y a plein d'institutions. Même si c'est une petite cité, c'est très compliqué. Et donc, l'éducation à la démocratie est fondamentale. Il faut que les gens s'habituent à ça, puis il faut qu'ils comprennent que la démocratie, c'est un gouvernement du compromis. Puis dans un compromis, ben, on est toujours un peu content, puis on est toujours un peu mécontent. Et puis ça, il faut l'accepter. Hein. Vous savez, il y a Paul Éluard qui avait cette expression qui disait la liberté, c'est un mot qui chante. Mais on peut dire la même chose de la démocratie. La démocratie, c'est un mot qui chante. Mais ensuite, quand on entre dans le détail de la démocratie et des règles, mais des fois on déchante, on est déçu. Mais c'est normal. C'est normal. Ça, c'est un point que je vais toujours répéter. Il est normal d'être déçu en démocratie. Parce que la démocratie, ça nous fait rêver. On rêve d'un équilibre. Mais l'équilibre, ça suppose toujours du brassage, hein, comme sur un bateau. D'ailleurs, l'idée du bateau, du navire, est très ancienne. Hein. Déjà en Grèce, il y a l'idée du navire de la cité. Le cité est comme un navire qu'il faut toujours contrôler et rééquilibrer. Et donc, la démocratie, c'est ça. Et d'où le fait qu'il faut être très sensible à ces variations, il faut éduquer à ça, il faut éduquer, au fond, apprendre la patience, finalement, et l'art du compromis. Et ça, instaurer ça, c'est pas évident. C'est pas évident, comme vous dites, c'est la question de la pluralité des opinions que Oui, tu peux ne pas penser comme ton voisin, mais ton voisin mérite quand même d'exprimer oui, son opinion. On oui. s'aperçoit, et là je parlerai pas tout de suite des États-Unis, ça sera une question ultérieure, mais on s'aperçoit que dans le monde, depuis 10, 20 ans, la démocratie régresse. Si on regarde par exemple les pays africains, un coup d'État après l'autre. Est-ce que dans certains cas, je dirais, on a parlé de religion tantôt, est-ce que la religion, dans certains cas, empêche cette pluralité d'opinions, puisque dans certains cas, la religion apporte une vérité. Donc, c'est difficile à ce moment-là Mhm, d'avoir une pluralité, d'avoir le sens du compromis mhm, quand on a une religion qui nous dit, mhm, ben, c'est ça la vérité avec un grand V. mhm. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Si on est dans un système que l'on peut appeler théocratique, où le mode de conduite est dicté par une révélation de haut en bas, comment est-ce que l'espace démocratique pourrait s'insérer là-dedans? Vous comprenez? C'est extrêmement difficile. Donc, c'est pour ça que dans la tradition judéo-chrétienne, j'ai parlé du double horizon. Hein. Ce qui régit le ciel, c'est une chose, ce qui régit la terre, c'est une autre chose. Est-ce qu'il y a un espace relativement autonome où on peut vivre différemment de simplement et choisir le mode de vie sans que ce soit déjà réglé par du point de vue religieux? Et ça, c'est sûr que c'est capital. Le meilleur exemple de ça, vous savez, c'est ce qu'on appelle en Europe le processus de la sécularisation. Qu'est-ce que c'est que la sécularisation? C'est le fait que peu à peu, l'emprise euh, de- du religieux se- est diminuée et que peu à peu, il y a un espace civique autonome qui ait pris la place. Ok. C'est un processus qui s'est poursuivi sur des siècles. Et si je prends le cas de la France, vous savez, pour la France, on ne parle pas de la sécularisation, on parle de la laïcité. C'est un processus qui n'est pas exactement le même, mais qui est quand même voisin. Ben, si on prend, vous savez, c'était très à la mode ces dernières années, la fameuse loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, mais il faut se rendre compte comment ça a été compliqué d'arriver à cette loi. Les gens ne savent plus maintenant. Mais en fait, jusqu'à la Première Guerre mondiale en 1914, mais la contestation a été terrible. Si la contestation de cette loi de 1905, qui a
qui était vraiment l'effet de la dynamite. Hein. Si cette contestation a cessé, c'est grâce à la Première Guerre mondiale, parce qu'on s'est tourné vers un autre problème, puis on ne pouvait plus s'occuper de ça. Donc, que d'autres traditions religieuses, que ce soit difficile pour eux d'arriver à ce consensus et à ce compromis, mais c'est tout à fait normal. Vous comprenez? Parce qu'en Europe, ça a pris des siècles avant d'arriver à ce résultat-là. Donc, le fait qu'il y ait une résistance de ce point de vue-là, c'est indéniable. Oui, tout à fait. Ça ne se fait pas, évidemment, du jour au lendemain. Non. Parlons de la situation actuelle. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, l'élection de Trump à la Maison-Blanche. Beaucoup disent c'est un recul appréhendé ou réel de la démocratie. J'aimerais vous entendre là-dessus, évidemment. C'est quoi votre lecture de la situation actuelle? Mhm. Ben, ma lecture, c'est une lecture un peu inquiétée, pour être honnête. Euh, il n'y a personne qui va nous dire que ce qui se passe aux États, chez nos voisins du Sud, n'est pas un peu bouleversant et surprenant aussi. Surprenant. Quoique, on avait vu quand même des signes annonciateurs de ça. Euh, on a parlé tout à l'heure du fait que la vie en démocratie suppose un pacte préalable. Il faut une volonté de part et d'autre de vivre en démocratie. Si ce pacte-là est rompu, s'il est fragilisé, mais bien évidemment, la vie démocratique va être compliquée. Et avec une certaine tendance politique aux États-Unis, tu sais, on a l'impression que des fois qu'il y a comme deux États-Unis, là, il y a deux blocs qui s'opposent. Vous savez, le syndrome de deux cités en une que déjà les Grecs craignaient, hein, l'idée qu'il y ait un schisme à l'intérieur de la cité, puis qu'il y ait deux groupes qui, au fond, ne peuvent plus se parler. Et c'est ce qui se passe un peu aux États-Unis, pour différentes raisons. Je pense qu'il y a un rapport aussi à la religion aux États-Unis. Il y a quand même un fondamentalisme religieux dans le sud des États-Unis, notamment, que je pense pas que nous ayons ça au Canada de la même façon. Et même en Europe, je vois pas un fondamentalisme religieux comme ça en Europe, comparable à ce qui se trouve dans le Deep South, si vous voulez. Et donc, tout ça fait en sorte que maintenant, nous sommes peut-être à un point de rupture, on verra. Euh, Quand Donald Trump dit que si les élections sont favorables à lui, il va accepter le résultat des urnes, mais si c'est pas favorable, il n'est pas sûr qu'il va les accepter. Mais moi, j'appelle ça rompre le pacte démocratique. C'est absolument inacceptable. Du point de vue athénien, hein, je prends le point de vue des Athéniens, et ça aurait été un cas quasiment d'ostracisme. On ne peut pas accepter que quelqu'un dans la cité dise, moi, je ne vivrai pas selon les règles de la cité. Vous comprenez ça? Ça, Est-ce, ça ne peut pas être accepté. est-ce que Donc, c'est arrivé, est-ce que c'est arrivé justement à l'époque des Grecs que la démocratie soit mise en veilleuse, soit qu'il y ait eu régression? absolument, absolument. Il y a eu des retours à la tyrannie par moment. Il y a eu des renversements oligarchiques. On en connaît deux, hein, en 411 et en 404, 403. La révolution oligarchique des 400 qu'on appelle et celle des 30 tyrans. Et puis, la démocratie a été rétablie par la suite. Donc, euh, vous savez, la tradition démocratique, ça a toujours été un combat. Ça n'a jamais été facile. Il y a toujours eu des ennemis de la démocratie extérieure à la cité, mais il y a des ennemis intérieurs aussi. Et ça, quand on lit l'histoire, on se rend compte que le fait qu'il y ait des menaces aujourd'hui, ben là, il faut sortir de la boîte à surprise. Hein. C'est pas de nouveauté, il y en a toujours eu. Euh, Aristote, dans les politiques, à un certain moment, nous fait état d'un pacte oligarchique. Et il nous dit que dans ce pacte, les pactisans, les factieux disaient, ils promettaient, ils juraient de faire autant de mal au peuple qu'ils pouvaient. Wow. Donc, la question des oligarques, ce n'est pas nouveau, Ah n'est-ce non, pas? c'est pas une Pas nouveauté, du c'est pas tout. du tout. Non, Euh, vraiment pas une nouveauté. Non.
Dites-moi, Monsieur Narbonne, avant de passer aux questions, on en a déjà Oui, quelques-unes qui sont rentrées. J'aimerais que vous me parliez de votre rapport à la recherche, parce que vous êtes oui. d'abord un chercheur, vous avez des étudiants. Comment ça se passe aujourd'hui, la transmission de ces savoirs? Qu'est-ce qui a changé, par exemple, depuis le début, de votre carrière aujourd'hui? Comment ça se passe de ce côté-là, du côté de la recherche? Ben, disons que j'ai un grand souci des étudiants et de la question de la transmission. Et j'essaie de former une équipe et que cette équipe-là ait un impact toujours de plus en plus grand. Vous savez, je travaille beaucoup, mais grâce au CRSH, qui a un projet, un style de subvention qui s'appelle partenariat. Donc, j'ai formé plusieurs partenariats et donc ce sont comme des consortiums, hein. Il y a plusieurs universités qui sont partie prenante du processus. Et donc, quand on est 8, 10, 20, 30 chercheurs de différentes universités qui abordons la question de la démocratie et ses problèmes, eh bien, ça amène une sorte de force de frappe qui est beaucoup plus grande. Puis ça crée un effet d'entraînement, si vous voulez. Les étudiants, ils ont l'impression d'entrer dans une grande entreprise, il y a des collègues, etc. Ils peuvent parler à des étudiants de d'autres universités. Ça crée comme une sorte de mouvement. Et ça, je crois beaucoup à ça. Donc, j'essaie de construire cette équipe finalement. Et puis, je me dis toujours aussi que on est plus intelligent à plusieurs qu'à un. Donc, il y a de bonnes idées qui viennent des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il y a un renforcement. Et puis, il y a une question d'éducation là-dedans. On a dit hein, que la démocratie demandait une éducation constante. Eh bien, cette éducation, il faut qu'elle ait des relais. Puis avec les étudiants, ben, c'est ce qu'on essaie d'avoir finalement. Donc ça, je crois beaucoup à ça, puis je mets beaucoup d'efforts dans ce sens-là, de les aider aussi à participer activement, à rédiger et à lancer des choses. Par exemple, on a mis sur pied des échanges sur la question de la démocratie avec le réseau collégial. On a plusieurs cégeps dans la région de Québec et à Montréal qui sont associés à ça. Mais là, ça, c'est quand même intéressant d'aller voir les jeunes puis de dire, mais qu'est-ce que vous pensez de la démocratie? Est-ce que ça vous intéresse? Pourquoi, pourquoi le refus parfois ou le détachement? Oui, donc c'est une recherche à la fois universitaire et collégiale. On est même en lien avec Élections Québec, l'organisme du gouvernement du Québec, Élections Québec, pour faire des capsules et tout ça. Donc, c'est une entreprise assez large. Je suis un des contributeurs de ça, mais je ne suis pas le seul. Très intéressant. Et puis bon, évidemment, vous avez vu passer plusieurs générations d'étudiants. Comment vous qualifieriez la génération actuelle par rapport à celle que vous avez connue? Évidemment, les outils sont différents. On a Mhm. l'émergence de l'IA et tout ça. Comment vous les voyez aujourd'hui, ces étudiants, par rapport à ceux que vous avez côtoyés? Oui. Mais en tout cas, pour ce qui est des recherches que moi je fais, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a un très très fort intérêt, mais qui est comme sous-jacent. Il faut aller je pense que les jeunes aujourd'hui, que moi je côtoie, ils sont très intéressés par la démocratie et très, très attachés à la démocratie. Mais c'est comme si il faut aller scruter ça, il faut aller éveiller ça. Et c'est comme si, comme pour l'instant, ils ne sentent pas véritablement de menace, ils n'ont pas besoin d'en parler, ils n'ont pas besoin de s'impliquer. Mais s'ils sentent véritablement qu'il y a une menace, je suis sûr qu'ils vont être présents, qu'ils vont répondre présents et qu'ils vont agir d'une manière assez surprenante. C'est ça qui me frappe. Ils ont l'air désintéressés comme ça. Ah, moi, je m'occupe d'autres choses, etc. C'est vrai parce que la menace n'est pas là. Mais si la menace se pointait le bout du nez, là, j'ai quand même l'impression qu'il y aurait un mouvement de force assez impressionnant et surprenant. Oui, vraiment intéressant parce que, effectivement, en ce moment, on a l'impression que rien n'est acquis. Professeur Narbonne, on va passer aux questions parce qu'on Hmm. en a quand même quelques-unes. Alors, la première question qu'on a reçue, c'est la relation. Quelle relation pardon, entre le capitalisme, véhiculé donc par les sociétés industrielles, et la démocratie? On a parlé de religion, mais on n'a pas parlé de capitalisme, effectivement. Est-ce qu'il y a une Oui, relation? oui. Ben, écoutez, ce qui est certain, c'est que la tradition démocratique, aussi loin que l'on remonte dans le temps,
a toujours été en lien avec le commerce. Si on prend la situation d'Athènes, déjà Aristote nous dit que les plus démocratiques à Athènes, ce sont les gens du Pirée, c'est-à-dire le port d'Athènes, hein, à cause des échanges commerciaux. Et cette idée des échanges, du brassage culturel que ça amène, etc., a toujours été liée à la tradition démocratique. On retrouve ça en Angleterre, on retrouve ça en Hollande, à Amsterdam, on trouve ça dans toute la tradition démocratique. Alors, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Maintenant, bien évidemment, il y a capitalisme et capitalisme. OK? Ben, est-ce qu'on prend comme capitalisme le modèle rénan, où il y a beaucoup de redistribution sociale, puis c'est un capitalisme équilibré et modéré, avec, oui, du commerce et des échanges, mais en même temps, un filet social, etc. C'est un genre. Vous comprenez, on parlait simplement du capitalisme, le capitalisme. euh, c'est un peu trop, c'est pas assez nuancé, c'est ce que je dirais. Mais sinon, l'idée du commerce et des échanges, ça, oui, c'est lié à la tradition démocratique depuis toujours. Oui, très intéressant parce qu'en fait, la Chine est officiellement communiste, mais dans les faits capitaliste. Mais Oui, bon, on ne connaît pas la démocratie, en tout cas sous la forme auquel on pense. Une autre question qu'on pose, pensez-vous que les défis auxquels est confrontée la démocratie occidentale aujourd'hui reflètent les limites de ce qu'on appelle la démocratie représentative? Alors la question, c'est quel pourrait être le rôle d'une certaine forme de démocratie directe, hein, on a déjà parlé de ça, dans des pays comme le Canada ou les États-Unis? oui. Ça, c'est un problème lancinant. Cette idée que finalement, est-ce que la démocratie représentative peut nous satisfaire? Et est-ce qu'on a l'impression de rester en déficit de démocratie? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense que le sentiment d'être en déficit de démocratie fait partie de la démocratie. Je ne vois pas le point où les gens diraient, ah, moi je suis satisfait de la démocratie dans laquelle je suis, puis je voudrais rien de plus que ça. Ça me paraît tout à fait impossible. OK? Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est une question qui revient de plus en plus, je dirais depuis quelques décennies maintenant. Est-ce qu'on peut trouver le moyen de rajouter des éléments démocratiques dans la vie quotidienne? euh, des processus de consultation, etc. Et là, on rentre justement dans une sorte, il faut quand même orchestrer ça, hein. Et est-ce qu'on veut remettre en cause les résultats des urnes? Pas forcément, OK? Mais ensuite, est-ce qu'on peut trouver le moyen, localement, par exemple, dans les villes, dans les cités? Il y a des processus démocratiques dans les cités, vous le savez. Donc, il n'y a pas que le vote au niveau provincial, si je prends l'exemple du Canada, et au niveau fédéral, il y a d'autres processus. Mais je crois que nous avons maintenant les moyens techniques et les possibilités d'aller davantage à la consultation. Et si on allait ça plus périodiquement, comment je dirais, on atténuerait ce malaise vis-à-vis de la démocratie représentative. Parce que, vous savez, quand on pense à la démocratie grecque, on lui fait deux reproches. À la fois, ou deux points, à la fois, elle est trop démocratique et pas assez démocratique. Elle est trop démocratique parce que c'est une démocratie directe. Et là, nous, on a envie ça, on se dit, eux, au moins, ils s'impliquaient, d'accord? Mais par ailleurs, on leur reproche d'avoir exclu beaucoup de gens, hein, les esclaves, les femmes, bon, etc. Ça, on le sait. Mais je crois que les deux formes sont nécessaires et il faut les entremêler. On n'a pas beaucoup de choix. Le meilleur texte à ce sujet-là, pour moi, ça reste celui de Benjamin Constant. C'est un texte qui s'appelle De la liberté des anciens comparée à la liberté des modernes. Tout le monde doit lire ça. C'est un petit texte d'une trentaine de pages, mais qui est vraiment un bijou de texte. Et qu'est-ce qu'il explique au fond? C'est qu'au fond, la démocratie antique a un avantage, c'est l'implication des gens. La démocratie moderne a un avantage, c'est la jouissance privée. Puisque j'ai des représentants, je peux m'occuper de mes affaires personnelles et me ficher du reste. Et donc, comme il dit, il faut entremêler les deux choses. Il est impossible simplement que nous jouissions de nos affaires privées
en nous dissociant de la cité. Ça, c'est un écueil. Puis de l'autre côté, bien, on ne peut pas demander à tout le monde de faire que de la politique non plus. Donc, le mariage entre les deux me paraît la seule issue possible. Intéressant. Bon, dans les élections, dans les démocraties, en fait, ce sont les élections qui vont Oui, couronner un nouveau gouvernement, tout ça. oui, On assiste depuis plusieurs années à une baisse des taux de participation. oui, Comment vous le voyez ça? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'inquiétant, cette baisse des taux de participation qu'on voit partout en Occident? oui, absolument. Bien sûr que c'est inquiétant. Et je pense que la seule façon de remédier à ça, c'est vraiment le fait de l'éducation. La démocratie nécessite une éducation permanente. Il faut expliquer aux gens, il faut raviver la flamme pour leur dire pourquoi c'est important, comment, malgré ses défauts, ce régime, c'est le moins mauvais, hein, on peut le dire comme ça, c'est le moins mauvais malgré ses défauts. Et c'est jamais quelque chose d'acquis. Euh, Parce que c'est un mode de vie. Et ce mode de vie, on ne peut pas le laisser comme ça en plan. Il faut l'alimenter, le nourrir et l'expliquer parce que c'est un régime qui en même temps est compliqué. Et donc, il faut raviver la flamme. On ne peut pas s'en sortir autrement de ça. Donc, s'il y a une baisse, oui, bien sûr que c'est inquiétant. Et il faut Est-ce, s'en inquiéter et il faut s'en occuper. est-ce que voter pourrait devenir obligatoire, comme certains le proposent, et comme on l'a vu dans certains pays? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le cas pour la Suisse. Je ne sais pas. Il faudrait voir si est-ce que ce- cette, euh, cette approche est adaptable à tous les pays. Encore une fois, et ça pourrait être essayé, j'en sais rien. Mais il y a quand même la question, vous savez, la question de la liberté, c'est fondamental en démocratie. Donc, le refus de voter, ça signifie aussi quelque chose. Je préférerais le chemin de l'éducation. Oui, parce que ça a quand même quelque chose, comme vous dites, d'inusité et difficilement applicable dans certains pays. Je pense à des normes démocratie, justement, comme Oui, les États-Unis, par exemple. ah, ça c'est Puis ici, sûr, une surtout maintenant. question. Nous sommes tous conscients des risques que l'IA et les médias sociaux font peser sur les démocraties, notamment en façonnant le discours politique. Pensez-vous que ces technologies peuvent, au contraire, être utilisées pour faire progresser la démocratie d'une manière ou d'une autre, comme cela a été le cas avec ce qu'on a appelé le printemps arabe? Oui. Euh, Par rapport à ça, il y a deux écoles. Il y a une école américaine qu'on voit maintenant se développer, puis il y a une école européenne. En Europe, l'idée, c'est plutôt d'exercer une sorte de contrôle sur les médias pour éviter les messages sauvages et violents. D'accord? Et aux États-Unis, où il y a une tradition libérale encore plus ouverte, où on pourrait dire, il y a cette idée qu'on ne doit pas réglementer, puis que tout est permis. Et je trouve que c'est une vraie question quand même, cette affaire-là. Moi, je pencherais plutôt pour l'école européenne. Je trouve que déverser des insultes, des, des menaces de manière anonyme, ce n'est pas acceptable. Et je trouve que les gouvernements devraient légiférer. Euh, quand vous allez sur la route avec votre voiture, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas prendre l'autoroute en sens inverse. Est-ce que vous allez dire ça brime ma liberté de ne pas pouvoir prendre l'autoroute en sens inverse? Non. Eh bien, de la même façon, je pense que les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités et encadrer ça de manière plus importante, parce que sinon, c'est sûr qu'on va avoir tout et n'importe quoi. Et, et la démocratie, il faut éviter ce qui deviendrait une sorte de démocratie extrême où il n'y a plus aucun paramètre juridique et institutionnel pour contrôler. Et ça, moi, personnellement, je ne voudrais pas aller dans cette direction. Oui, puis évidemment, la question de l'anonymat est fondamentale là-dedans. Quand on Oui, est anonyme, on peut, comme vous dites, dire n'importe quoi et son contraire, oui, insulter les gens. Et ça peut être très dommageable. oui, J'ai aussi une autre question. Pensez-vous que nos écoles publiques font un bon travail pour renseigner aux enfants la démocratie et le fait que la démocratie est bien plus qu'un simple vote, hein, comme vous le dites en début oui, d'entrevue, un mode de vie. oui. C'est un mode de vie. Ben, je ne connais pas bien la situation des écoles primaires et secondaires.
Je sais que le fait qu'on ait un système de garderie au Québec, en tout cas, mais qui s'étend maintenant au Canada, hein, les centres de la petite enfance, mais dans les garderies, il y a quand même une vie sociale qui est apprise par les enfants. Et d'ailleurs, les parents disent que cette vie bien orchestrée, ça change énormément les enfants qui deviennent, l'éducation est plus facile, hein, il faut un certain cadre et tout ça. Ça, c'est un gros avantage. Est-ce qu'on se soucie suffisamment de l'enseignement de la démocratie? Je pense que non. Et justement, si on laisse les jeunes aller sur les réseaux sociaux où il y a des contempteurs de la démocratie et des gens qui critiquent de toutes les et qu'on ne contrôle pas ça et qu'il n'y a pas un message opposé à ça, mais c'est sûr que le travail d'éducation n'est pas fait. Hein. Euh, et donc, de ce point de vue-là, je m'inquiéterais un peu, effectivement, Oui, si on s'en occupe pas davantage. parce que c'est la démocratie, c'est aussi tous les mouvements antiféminisme. Enfin, sur les médias sociaux, on sait là, que les jeunes s'abreuvent sur toutes Exactement. sortes de sites qui sont Eh, pas tout eh, à fait ce non, qu'on souhaiterait, non, nous. non, non. Une autre Puis on tombe question, carrément dans la criminalité. Il faut le dire absolument, quand même, carrément. dans la Oui, oui, tout à fait, criminalité. qui encourage. Oui, oui. Ça, Absolument. c'est vraiment inquiétant. Autre question, y a-t-il une tension entre la démocratie et l'idée de communauté à travers la notion d'individu, un peu plus philosophique? La démocratie peut-elle exister au-delà de la notion libérale de l'individu? Je vais vous Sous-question, dire ça. l'histoire de la démocratie en Occident donne-t-elle des pistes? Grosse question. La tradition démocratique, par définition, depuis l'Antiquité, admet la différence entre la vie publique et la vie privée. C'est très important à Athènes. Et c'est l'opposition entre Athènes et Sparte. Sparte, c'est comme une colonie militaire où la vie privée est absorbée, dissoute dans le tout. Et donc, la question de la place de l'individu et de sa liberté, je parlais de tout à l'heure de Benjamin Constant et l'idée de la jouissance privée, ça, pour moi, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que la vie sociale ne peut pas être simplement la vie d'un organisme totalitaire dans lequel l'individu n'a plus d'initiative privée. Ça, ce serait une sorte d'étau, hein, et de prison. Et donc, pour moi, l'individualisme ne peut exister que dans un régime de type démocratique. Quand on regarde le cas de la Chine, qu'est-ce qui se passe, ou même de la Russie, mais l'individu n'a pas d'importance. On peut le sacrifier à la guerre, c'est ce que fait Poutine. Hein? L'individu n'a pas de poids. La beauté de la tradition démocratique, c'est le respect de l'individu quand même. Okay? Et ça, il faut absolument préserver ça. C'est une idée forte et c'est une idée philosophiquement non seulement défendable, mais qu'il faut défendre et qui est précieuse. Moi, je tergiverserai pas là-dessus. Pour moi, c'est absolument crucial. Je ne sais pas si je réponds bien à la question en vous disant C'est une ça. question à large pan, je vous dirais, oui, effectivement, mais c'est toute la question, effectivement, de l'individualité par rapport, et comme vous dites, c'est là où les individus comptent que la démocratie est le plus florissante, en fait. Ah, c'est certain, c'est certain. D'où le fait que ce soit complexe. Il faut respecter la vie privée des gens, d'une part, puis d'autre part, il faut qu'ils s'impliquent malgré tout dans la vie sociale. Il faut les deux. Et donc, c'est un équilibre à trouver entre les deux. Où est le parfait équilibre? Eh bien, on ne le sait pas. Ça se fait au fur et à mesure, selon les époques, etc. D'où encore une fois que euh, la démocratie, du fait de sa complexité, mais certains peuvent la critiquer en disant, ah, mais c'est trop compliqué, je ne comprends pas, etc. Mais c'est quand même ce qui nous garde le mieux en équilibre. En terminant presque, dernière petite question, très importante. Oui, La question, j'aimerais que vous touchiez sur l'importance de parler des femmes d'influence qui ont été complètement effacées de l'histoire ancienne. Bon, on parle de Aspasia qui a enseigné à Socrate, etc. Bon, on n'a pas beaucoup effectivement parlé de la question des femmes. Elles ont longtemps effectivement été, elles ne votaient pas de toute façon en oui, Occident et ça a pris un oui, certain temps avant qu'elles puissent voter. oui, Effectivement, elles sont là, elles ont toujours été là. On les a plus ou moins oubliées ou en tout cas occultées. oui. Euh, Ben, écoutez, c'est une conquête, hein, progressive de la part des femmes qui aujourd'hui ont une place quand même considérable dans la vie sociale. Vous savez, dans les universités, dans le plupart des programmes, les femmes sont majoritaires, hein, et elles réussissent extrêmement bien. Donc, c'est un combat.
que, que je comprends tout à fait et je crois que c'est un avantage énorme que le fait de cette contribution. Historiquement, ça a été plus difficile, c'est évident, mais pendant très longtemps. Quand il y a eu la déclaration américaine qu'on dit une des premières démocraties, ben, les femmes ne votaient pas. Hein? Puis il y avait encore des esclaves. Vous savez, l'esclavage a duré extrêmement longtemps, en Occident y compris. Donc, non, moi je suis tout à fait partisan de ce mouvement d'émancipation et de participation. Je souhaite que ça se développe et c'est ce que je constate de toute façon. Dans les universités, même dans mon secteur en philosophie, il y a 25 ans, quand j'enseignais, il y avait beaucoup moins de jeunes femmes dans les classes qu'aujourd'hui. C'est indéniable, ça. Oui, ça, on le voit vraiment partout. C'est malheureusement déjà la fin de cette entrevue. Vraiment, Monsieur Narbonne, merci pour cette Merci à entrevue vous. passionnante. Merci aussi à tout le monde pour les questions pertinentes qui ont été posées à Monsieur Narbonne. Alors, l'article donc que vous avez publié dans la conversation est sur notre site, bien Oui, en vue cette semaine. Et sachez que on va publier dans les semaines à venir les autres articles des autres lauréats, en fait, de l'année dernière, en fait, du CRSH, pardon, sur des sujets tout à fait divers. Là. Il y en avait qui allaient de l'État chinois, soins de santé, etc. Donc, vous allez les retrouver donc sur notre site en français et en anglais. Alors, l'enregistrement donc de l'événement va être disponible dans les semaines à venir. Vous pouvez visiter soit le site web du CRSH ou les comptes de médias sociaux. On va vous donner donc plus de détails. Merci encore, Monsieur Narbonne. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une excellente journée. merci, au revoir. Au Au revoir, merci revoir. beaucoup. Au revoir.